Bienvenue sur leur FM 100.9, mes meilleures années, comme toutes les semaines ou presque, avec Gilles Charles. Gilles, bonjour, et cette semaine, on parle chanson. Bonjour, soyez les bienvenus sur Loire FM. Il est midi le samedi, 18h le jeudi pour mes meilleures années. Cette semaine, c'est un rendez-vous, un double rendez-vous, puisque nous avons la chance de recevoir une chanteuse, mais elle est également auteure. Annabelle, bonjour. Bonjour Gilles, merci. Bienvenue donc sur Loire FM. Alors vous avez une double casquette, j'ai envie de vous dire. Vous avez beaucoup chanté, puis maintenant vous écrivez. Voilà, c'est ça. Alors on va en savoir plus tout au long de cette émission, mais la première chose pour nos auditeurs et puis pour moi-même, puisque je vous l'ai dit, c'est plus simple de vous poser les questions en direct que de vous les poser en off, parce que ça sert à rien. Je préfère. Quel est un peu votre parcours ? Alors, qui êtes-vous et votre parcours ? Alors je suis née donc à Saint-Étienne, fille d'immigrés siciliens. Enfin, mon papa est français, ma maman est sicilienne. Et voilà, j'ai quitté Saint-Étienne à l'âge de 35 ans, après avoir fait les études d'art plastique à Jean Monnet. Et après avoir aussi tourné pendant 20 ans dans le milieu du folk et de la country music. Pourquoi ce genre de musique ? C'était quelque chose qui était dans votre berceau ou c'est quelque chose que vous avez découvert ? Non, ça c'était quelque chose carrément de famille. Et puis Graham Allwright avec Dasté à Saint-Étienne, c'est quand même c'est quand même quelqu'un qui était connu et mon père adorait Graham Allwright. Donc j'ai commencé en écoutant la Lynyrd Wolf, Petite Boîte, les retrouvailles, enfin voilà. Et puis ensuite on a un petit peu ouvert avec Simon Garfunkel, avec John Baez, avec Emmylou Harris. Voilà, ça c'était toute la culture musicale. C'est très années 70. Ouais, j'adore. Oui, puis c'est peut-être même très nostalgique en fait, certaines formes d'histoire au niveau de la musique, au niveau des gens, au niveau des mentalités, voilà. C'était la culture de mon père il nous faisait écouter ça, mais en même temps il nous a écouté Brassens et il nous a écouté Brel, hein. On était. Et quand on est d'origine sicilienne, on n'a pas aussi des racines un peu italiennes au niveau du son et de la musique. Alors un petit peu, oui, puis on a un peu la voix cassée aussi, ouais. Et puis on aime bien Toto Cutugno, on aime bien Adriano Celentano, alors, on aime bien tous ces gens. Alors on est complètement années 70 là. À fond. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Oui, mais moi, j'aurais pas. J'ai l'impression que je suis pas née à la bonne époque. Ouais. Je pense que je suis pas née à la bonne époque. Vous auriez préféré vivre plus tôt ? Un peu plus tôt, oui. Ouais. Soit dans les années 20, soit dans les années d'après-guerre. Ça m'aurait bien plu. Et donc, au départ, c'était le plaisir de chanter. Comment vous êtes venue à chanter, justement ? C'était le plaisir de chanter. Et puis, je suis un petit peu acharnée aussi, je suis quelqu'un de têtu, mon père jouait de la guitare, ma maman chantait aussi un petit peu, puis je voulais faire comme eux. Et puis je me suis dit, allez, on essaye d'abattre certaines difficultés et on essaye. Et puis j'ai rencontré des musiciens et des musiciens avec qui on répétait dans un grenier à l'hôtel de ville et de la country. Et après ça, j'ai rencontré un manager qui m'a fait tourner dans le milieu country, donc qui m'a fait faire les premières parties d'un harmoniciste qui s'appelle Charlie McCoy. Donc ça, j'ai fait 15 ans avec Charlie en première partie quand il venait en France. Donc vous avez tourné dans toute la France ? Oui, Suisse, Belgique, France, grâce à lui. Pas un peu d'Italie, non ? Non, j'aurais adoré. J'aurais adoré. Non, France, Suisse, Belgique. Et en première partie, toute seule avec ma guitare, c'était assez sympa. Et en même temps, je me sentais un petit peu seule. Je préférais quand même quand il y avait mon équipe de musiciens. Et puis après ça, bien évidemment, j'ai voulu tourner un peu plus en pro. Donc voilà, j'ai rencontré les musiciens qu'il fallait pour enregistrer mes albums à Studio Mac d'ailleurs. Oui. Et, Studio qui est à Saint-Étienne, pour ceux voilà, qui ne savent pas. Voilà, qui est à Saint-Étienne. et j'ai fait des albums chez eux absolument incroyables. C'était super. Et du coup, on a quand même pu atteindre certaines choses grâce à la qualité des albums, notamment des grands festivals de country comme Mirande. Je vais pas tout citer. Je sais qu'il y en a un important dans la région qui est à Craponne. À Craponne, voilà. C'est quelque chose que vous avez fait aussi, je pense. Alors Craponne, non, à l'époque, il n'existait pas. Si, il existait, ouais. si, mais vu qu'il y avait le festival de Mirande, c'était pas facile parce que les dates se chevauchaient. Les dates se chevauchaient, et puis bon, on pouvait pas passer à Mirande en même temps qu'on passait, la même année qu'on passe à Craponne, donc ça s'est jamais vraiment trouvé. Mais par contre, de temps en temps, j'y allais en spectateur. Et là, c'était du
pur plaisir, j'allais dire, ou alors c'était déjà quelque chose de salarié où vous aviez des revenus? Non, oui, j'en vivais. Vous en viviez, J'en hein. vivais, Donc oui, vous étiez oui. artiste à part entière. Oui, enfin, c'est plutôt une question de statut dans ces cas-là. Donc, après, je donnais des cours de chant aussi pour compléter un petit peu tout ça. Mais effectivement, oui, c'était... Puis c'est un apostolat, hein, c'est un sacerdoce, en fait, la musique. On est vite emprisonné dans quelque chose, dans l'idée de séduire, de plaire avec ses disques, avec ses concerts. L'idée aussi de produire, parce qu'un artiste doit quand même écrire ses chansons. On peut pas se contenter de faire que des reprises. Donc quand on fait des chansons, c'est un petit peu difficile parce qu'on se dévoile. Et il y a aussi un problème, c'est que les gens aiment finalement pas trop découvrir, c'est-à-dire que quand on fait une reprise, on a plus de succès finalement que quand on a une composition. Une composition, ça demande de la part des gens un tout petit peu plus d'intérêt, un tout petit peu plus d'investissement, et c'est pas une démarche qu'ils font tout de suite quand ils vous connaissent pas. Après, dès qu'ils découvrent, oui, c'est bon, c'est fait. Surtout que vos chansons, vos albums, vous en avez fait combien d'albums? Alors au total, j'en ai fait 4. 4. Quand on fait des chansons comme ça, là, est-ce qu'il y a des radios qui les diffusent, ou c'est seulement quelque chose, j'ai presque envie avec humour de vous dire, on les vend sous le manteau dans les festivals? Comment ça se passe? Il y a un petit peu de tout, parce qu'on a de la chance, on allait faire des festivals qui étaient quand même assez importants. Donc il y avait tout un dossier de presse qu'on faisait passer avec un CD, et les médias relayaient. Ils relayaient les festivals, les dates, et parlaient de l'affiche. Donc on était diffusés quand même assez facilement. Après, c'était des diffusions rarement nationales. C'était des choses un petit peu plus intimes, mais c'est tout aussi bien. C'est pas du tout un problème. L'essentiel, c'est d'être diffusé finalement. Voilà, de faire connaître ses chansons. Quoi. Voilà, exactement. Et c'est des chansons que vous écriviez vous? Oui, en collaboration avec une amie qui s'appelle Liane Edwards, qui est une Américaine qui vit en France depuis pas mal d'années maintenant. Et en général, je faisais la musique et elle faisait les textes. Parce qu'elle écrivait en américain, vu que c'est de la country music quand même, c'est plus facile d'écrire en américain. Est-ce qu'on peut chanter de la country qu'en anglais? Ben, quand même, ouais. Ça sonne quand même mieux. En chinois, ça sonne pas bien? En chinois, ça marche moyen. C'est un petit peu... Mais on peut faire un peu de folk en français, par contre. Parce qu'on a nos folkeux à nous, quand même, hein, les Français. Et c'est tous des gens qui ont... tout à l'heure, je vous parlais de Graham Wright. C'est directement inspiré de la musique américaine. Hein. Quand on dit le terme folk, le mot folk, est-ce qu'il y a une définition exacte du folk? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je dirais que c'est une musique comment on pourrait définir ça? C'est la musique des autochtones, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans des quartiers ou dans des villes, et c'est quelque chose qui est très pur, qui est très naturel. Il n'y a pas trop d'ornementation derrière. On a l'impression que c'est quelque chose de très joyeux. Très joyeux, très épuré, et en même temps très mélancolique. Oui, mais en même temps très mélancolique. Il y a de la mélancolie aussi. Ah oui, beaucoup. Il y a des chansons mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être festif et mélancolique. Oui, parce que c'est pas folklorique, c'est pas traditionnel au sens pur. C'est voilà, Bob Dylan, John Baez, ils faisaient du folk parce que il parlait de la vie de tous les jours, et c'était une guitare, 2 guitares grand maximum. Voilà, c'était des choses épurées parce que on donnait la priorité au texte en fait. Voilà. Quand on parle de folk, de country, est-ce qu'il y a des régions spécifiques aux États-Unis ou c'est quelque chose qui se fait dans tous les États? Alors c'est bien répandu quand même. Il y a carrément des Grammy de la country music, mais c'est vrai qu'il y a les Appalaches par exemple. Oui, là on retrouve vraiment de la musique country à peu près partout, du folk à peu près partout, du old time en fait. Voilà, c'est vrai que oui. Mes beaux-fils et ma belle-fille sont issus de ces montagnes-là, et ils ont eux aussi toujours connu le folk, et ça, c'est sûr qu'à chaque fois qu'ils y retournent, c'est encore présent. C'est pas une musique qui s'est arrêtée avec le temps, en fait. Ça continue. Pour être complet dans ce qui est de l'historique, on sait que le country, le folk, on a cette image du drapeau américain. Est-ce que c'est une musique qui est née sur ce sol, ou alors c'est quelque chose qui
qui est arrivé, parce qu'on sait que l'Amérique, c'est une terre d'immigrants, chaque région, chaque pays a un peu débarqué aux États-Unis. Est-ce que c'est des gens qui l'ont apporté ou c'est une musique qui est née là-bas? C'est un petit mélange de tout ça, en fait. Généralement, c'est toujours des mélanges. Voilà, parce pour que les choses neigent, de toute façon, pour que les choses neigent, il faut qu'il y ait un mélange. Voilà, et c'est ce qui fait des bonnes choses d'ailleurs. Le banjo, ça a quand même un caractère un peu africain. La mandoline, c'est italien. Le violon, c'est quand même un peu irlandais aussi. Donc, et c'est vrai qu'il y a eu toutes ces populations-là qui ont migré aux États-Unis. Je dirais que ça a plus formé après plus que le folk, on retrouve finalement un peu d'irlandais dans la country music. Le bluegrass, c'est pareil. C'est même si c'est vraiment de la musique pure des Appalaches. Bon, mine de rien, le banjo, c'est pas eux qui peut-être qu'ils ont fini un petit peu l'instrument, mais voilà. C'est vrai que ça s'est ajouté un petit peu. Toute cette culture qui est venue s'installer sur le sol américain a donné un petit peu de chacun a donné un petit peu de soi et a fait naître le folk, la country, le bluegrass, le old time et tout ça. Ouais. Le blues. Dans cette première partie qui s'appelle Hier, pourquoi finalement vous avez décidé un jour presque de poser la guitare et de passer à autre chose? C'est un parcours de vie, c'est une envie, oui, c'est une envie ou une plus envie justement? C'est les deux en fait. C'est d'abord une plus envie. Ouais. J'ai tellement tourné, la route, ça devenait un petit peu difficile. Les concerts, c'est très difficile à trouver. Et puis, une fois qu'on a fait tous les festivals, on ne peut pas les refaire non plus chaque année. Donc, c'était un petit peu une course à la date et moi, ça me plaisait beaucoup moins. C'est vrai que pour garder un statut d'intermittent notamment, il faut trouver de quoi l'alimenter. Hein. Donc, c'est pas partout qu'on trouve des dates qui sont rémunérées avec les charges sociales, etc., etc. Après, le statut est une chose finalement facile pour les musiciens dans le sens où ça les aide. Voilà, après... Et moi, j'ai souffert d'une autre forme d'épuisement, c'est-à-dire que au bout d'un moment, je savais plus si je faisais de la musique parce que c'était le couloir, le tunnel et la voie que j'avais choisie, ou si c'était de la musique parce que j'aimais ça. Ouais. Et que voilà. Eh bien, la réponse elle est que j'adore la musique, mais que au bout d'un certain âge, on peut passer à autre chose, on peut se permettre. Et dernière chose à propos de vos albums, quels étaient les thèmes qui vous inspiraient justement pour écrire des chansons? Est-ce qu'on parle dans du folk, dans du country, on parle de Saint-Étienne, on parle de sa ville, je présume qu'on parle de ses émotions, on parle de plein de choses, mais qu'est-ce qui vous inspirait pour écrire ces chansons? C'était les histoires de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Moi, c'est des gens qui m'intéressent dans mes bouquins comme dans ma musique. C'est les gens. Moi, j'aime les observer, j'aime les décrire, et si je peux le faire sans être trop mauvaise, c'est bien. Voilà. Donc les sujets, il n'y a pas un sujet folk ou country, mis à part le cliché, le camionneur avec la serveuse de bar. Oui, bien évidemment qu'il y a des chansons là-dessus. Mais non, moi, c'était de parler de l'amour, de la misère, de la vie, quoi. De la vie en général, oui. Ouais. Et du coup, vous avez fait la transition, vous êtes passé d'écrire des chansons et les chanter à aujourd'hui écrire des livres. Voilà, c'est ça. Alors je ne sais pas comment j'ai fait. Et on va en parler dans la deuxième partie, mais on va en profiter pour faire la liaison avec une de vos chansons. Cet extrait d'un album qui est sorti en 2011, qui s'appelle, alors là vous m'avez dit que des choses en anglais, Maplewood Tunes. J'ai l'accent stéphanois, moi, il paraît. J'adore. Et donc on va écouter une première chanson qui s'appelle Sempre di più. Oui, alors ça c'est... Alors c'est peut-être un hommage à l'Italie, ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette chanson avant qu'on l'écoute? C'est la terre de Sicile. Ouais. C'est la terre de Sicile, c'est les odeurs quand on retrouve son pays, quand on pose les pieds sur le sol sicilien, il y a cette odeur de paille, il y a cette chaleur qui nous saisit, cette lumière qui est incroyable. Et puis il y a les gens, les gens qui sont marqués par le soleil, mais ils sont marqués par la vie parce que c'est un pays où on a des difficultés encore à vivre bien. Et puis c'est toute une nostalgie de mon enfance. Et pour faire un peu d'histoire encore, vous êtes né à Saint-Étienne. Oui, je suis né à Saint-Étienne. Et quand ça se passait pendant les vacances, vous retourniez dans la famille en Sicile? Oui. Alors pas toutes les années parce qu'on n'avait pas toujours les moyens. C'était quelle région de Sicile? C'est plein centre, c'est Caltanissette. D'accord, et là-bas, donc c'était les étés, on retrouvait la famille. Oui, dans la petite maison. On sortait la guitare. Exactement, les soirs. On faisait les pâtes. Ouais, on faisait, oh mon Dieu, les pâtes. Et puis je retrouvais mon arrière-grand-mère qui était en noir, assise sur sa chaise, elle pouvait plus marcher, elle passait sa vie au bord d'une fenêtre, elle regardait la rue, puis la vie passée. La vie passée, ouais, exactement. Puis quand on arrivait, elle nous
faisait signe. C'était magique. Est-ce que tout ce passé, ça vous sert aussi aujourd'hui pour écrire vos livres? Énormément. Alors on en parle juste après la chanson. On écoute Sempre di più avanti. Salut, c'est Monty. Qui c'est les plus forts? C'est Loire FM. Allez les Verts. Una bella voce dolce. Grazie mille. Très très beau, très très doux. C'était très sympathique à écouter. Merci. Donc si les gens qui écoutent Loire FM et puis qui vont réécouter l'émission sur YouTube et sur les réseaux sociaux veulent acheter vos albums, comment ça se passe? Alors, il y a seulement le dernier qui est encore disponible. Alors ça, c'est un album que j'ai pas enregistré à Studio Max. C'est le dernier, c'est quand j'étais déjà à Paris. Je l'ai enregistré studio de coprod vers Versailles. Et il faut me contacter sur le site internet et puis on le fera passer. L'adresse exacte du site internet, c'est quoi pour Alors, ceux qui cherchent? c'est Annabelle, il faut que je... A2NABEL-music-book.com. Très bien, donc si quelqu'un veut se procurer le disque, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, Annabelle, vous êtes stéphanoise, et puis un beau jour, vous décidez d'aller à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, il s'est passé que j'ai pas vraiment terminé mes études d'art plastique. J'étais censée devenir prof de dessin. Ouais. Et un jour, je me suis dit non, ça va pas le faire du tout. Ça va pas être possible. Je peux pas enseigner le dessin. Et en fait, ce que je veux faire, c'est monter sur scène et faire des tournées. Donc, j'ai pas passé tout ce qui est CAPES. Voilà. Donc, à un moment donné, quand j'ai voulu arrêter la musique, j'ai voulu faire en fait repartir. J'avais envie de vous dire, vous aviez beaucoup voyagé, mais il vous manquait les bagages. Ouais, exactement. Il y en avait quelques-uns, mais pas suffisants. Et puis, j'adorais le dessin, le graphisme. Donc, je me suis dit, allez, on va faire 2 ans à Paris et on va faire une école de graphisme. Et donc, voilà, j'ai finalement validé, entre guillemets, mes années d'art plastique en allant sur Paris. Donc, vous êtes parti à Paris. Voilà, faire du graphisme. Et finalement, vous y êtes resté. Oui, j'y suis restée parce que j'ai été embauchée par... Alors, on était dans cette première partie avec la chanteuse Annabelle. Comment la chanteuse Annabelle devient Annabelle qui écrit les enquêtes de Simon? Expliquez-nous toute cette aventure, cette deuxième aventure de vie. Alors déjà, justement, parce que par rapport au graphisme, j'ai été dans la presse musicale, c'est-à-dire qu'on m'a embauché en tant que graphiste dans la presse musicale. Donc j'ai commencé un petit peu à côtoyer les journalistes. Mon compagnon est auteur aussi, donc ça aide. Et à force de le voir écrire, à force de monter ses articles, de monter les livres, je sais pas, ça n'a pas vraiment germé comme ça. Tiens, je vais écrire un livre. C'est pas exactement ça. J'étais assez nostalgique de ma région. Saint-Étienne me manquait et c'est vrai, vraiment. On se rend pas compte à quel point auprès de mon arbre, comme dit Brassens. Et un jour, je me suis réveillée avec une idée de détective qui serait italo-stéphanois. Et en fait, c'est grâce à lui que je retrouve Saint-Étienne assez régulièrement. Alors, il enquête à Paris, mais il est stéphanois, il parle en gaga. Et voilà, ça me fait vachement de bien, en fait, d'écrire ça, parce que je revois mon Saint-Étienne. Voilà, et donc j'ai écrit 4 tomes. Et un jour, quand même, mon compagnon me dit, mais 4 tomes, tu les envoies pas à des maisons d'édition, c'est quand même un peu stupide. Je dis, bon... Mais moi, je suis assez pessimiste à la base. Est-ce que finalement, c'est un pont, j'allais dire. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu dans cet esprit? On dit souvent ce mot gaga, bossaigne. Est-ce qu'on n'est pas un peu des bossaignes, des pessimistes à Saint-Étienne? Peut-être. Alors, vous qui vous êtes évadé, qui vous êtes élevé en vue de Paris, comment justement on voit ça? Alors ça, je m'insurge régulièrement contre ceux qui me critiquent Saint-Étienne et qui me disent que c'est une ville noire. Parce que c'est une vieille idée de Saint-Étienne. Tout à fait, moi entends. Et généralement, ce sont que des gens qui ne sont jamais venus à Saint-Étienne. Alors, c'est exactement ce que je leur dis. Vous ne connaissez pas Saint-Étienne, vous ne connaissez pas les Stéphanois, vous ne pouvez pas dire ça. Alors, on est peut-être un peu pessimiste, mais ça vient peut-être aussi que le peuple pessimiste stéphanois... ou bossaigne? Ou bossaigne, oui, ou bichette aussi. Bichette. Et ça vient peut-être aussi du fait qu'il y a quand même une population italienne assez importante et que les Italiens, au-delà d'être extrêmement gays, peuvent être très très noirs. Alors je sais pas si c'est tous ces mélanges-là. Je pense surtout que le noir vient de la mine surtout. Hein. Mais le noir il vient de la mine, oui. De la mine, hein. Voilà, c'est le cliché, c'est les idées reçues que les gens ont sur Saint-Étienne. Et c'est vrai que moi je mords hein, quand on me dit quelque chose sur Saint-Étienne qui à mon sens est pas fondé. J'aime pas ça, et notamment le fait que
que c'est une ville austère, où il n'y a pas d'activité, où il n'y a pas de joie, Là, je dis non. En tout cas, pendant les 35 ans où je suis restée à Saint-Étienne, moi, je me suis éclatée. Mais ce qui est amusant, je me rends compte, c'est qu'avec le temps, je rencontre des gens qui sont devenus artistes, qui sont sur Paris ou ailleurs, et qui sont d'origine stéphanoise. Ouais. Et ils ont tous cette même réaction de dès que quelqu'un dit du mal de Saint-Étienne, ils sont prêts à bondir, quoi. C'est insupportable. Non, mais c'est vrai que c'est... On est un peu chauvin à On se rend compte Saint-Étienne. que finalement, les gens, ils ont, on le dit ici aussi, mais ils ont Saint-Étienne dans le cœur. Ah oui, complètement. Oui, n'est-ce pas? Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a à Saint-Étienne un bien-être qui est différent par rapport aux grandes villes comme Paris. À Paris, j'ai jamais été aussi seule de ma vie qu'à Paris. Moi, Pourtant, j'avoue il y a que beaucoup ça de me monde. fait un peu peur, tout ce monde. C'est pas que c'est... Non, c'est pas la peur, parce que Paris, c'est quand même une des plus belles villes du monde. Ça, on peut pas dire le contraire. Après Saint-Étienne. Après Saint-Étienne, mais très après Saint-Étienne. Non, là j'exagère peut-être, mais non, ce que je veux dire, c'est que la solitude à Paris est complètement différente. On croise des milliers de personnes tous les jours dans le métro, ils vous voient pas. Ils vous voient pas, ils vous rentrent dedans. Ils sont pressés, les gens à Paris, d'une manière telle qu'ils sont obligés d'être complètement autocentrés. Alors, je suis pas en train de dire que tous les Parisiens sont égoïstes ou pas que ce soit. Non, pas du tout. La vie à Paris est dure, mine de rien. Parce qu'on n'est pas tous dans les beaux quartiers à Paris. Hein. Il y a d'autres quartiers qui sont... Voilà, les loyers sont chers. Et juste avant de revenir à Simon et ses enquêtes, vous m'avez dit qu'au début, quand vous avez commencé à parler à Paris, on vous regardait un peu bizarrement. Oui, alors vous ne comprenez pas ce que je disais trop de mots en gaga. Ah ouais, Et sans parler de l'accent que je masque régulièrement, Ouais, c'est vrai parce qu'il- que si il est je marqué prends dans- mon accent stéphanois, ça Ah, va pas être pareil. Ah, il est marqué, hein. Il est marqué. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Fouillant. Fouillant. On est bien beau. Ouais, nous voilà beau, tiens. Ah, Donc, il me regardait vraiment bizarrement. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que j'utilisais des mots qui n'étaient pas des mots français. Et que j'ai utilisé ces mots pendant 35 ans. c'est vrai. J'en ai toute une liste, donc ce qu'on appelle le gaga stéphanois. Et pour trouver des synonymes, finalement, c'est pas si simple. Parce qu'il y a des choses très, très précises en gaga. Et donc, quand je fais mes lexiques là, pour les enquêtes de Simon, je suis obligée des moments de mettre plusieurs mots parce que c'est l'association de ces mots-là qui dit... Ou alors qui on met un traduit mot en gaga correctement. et on l'explique, non? Et on l'explique, voilà c'est ce Est-ce que qu'il y je a fais. un mot vraiment qui retient votre attention, ou si on faisait un podium, qui est en haut du podium un mot gaga? Le matru. Le La matru. matru. Donc si on dit la matru ailleurs, les gens ne savent pas ce Non. que c'est. Non. Est-ce qu'il y a d'autres patois? Je sais pas si vous êtes un peu renseigné sur d'autres gagas, Oui, d'autres il régions. y a d'autres régions, sais pas oui. comment dire. En Bretagne, il y a d'autres Est-ce qu'il y a dialectes. des mots oui. qui se rapportent à matru, non? Ou on peut retrouver Ah peut-être non, des racines, des... Pas des racines, je crois pas, j'arrive pas. Là, pour le coup, au niveau de l'étymologie des mots gaga, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs influences, mais j'avoue que non, j'ai étudié un petit peu là les choses bretonnes, mais je les ai moins retenues que mon gaga natal. Et si j'ai bien Mais- compris, comme vous êtes devenu une spécialiste du gaga, quand on donne un mot gaga à Saint-Étienne, on donne en face une définition généralement. Oui, Mais est-ce qu'on peut trouver l'origine du mot? Pourquoi ce mot est né? Comment il est né? là, il faudrait fouiller. C'est- Moi, c'est- je bataille à trouver tout ça, hein, Parce que vraiment. moi, je hein. vois avec enfin, j'en ai plus beaucoup, mais ma grand-mère encore, il y a même des mots qui sont incapables de vous expliquer. hein. Oui, parce que c'est ça, c'est quelque chose, on le sent, on le ressent, mais on n'a pas forcément une définition exacte. C'est assez spécial le gaga. Hein. Un cafuron, nous, tous les Stéphanois savent ce que c'est qu'un cafuron. C'est une petite fenêtre, mais même pas forcément de toit. Et alors, la définition en français pur, voilà, c'est petite fenêtre. Voilà, c'est pas facile à trouver. Moi, j'aime bien l'expression aussi, il a un coup de gant d'eau. Ah oui, ça c'est chouette. Hein. Je suis sûr qu'à Paris, là, ils comprennent pas. là. Non, ils comprennent pas. On a aussi et je sais pas si c'est le gaga qui est un dialecte stéphanois, je sais pas si on peut dire comme ça. Oui. Je me suis aussi aperçu que du côté de Naples, il y avait un dialecte qui ressemblait Oui. beaucoup. Le napolitain. Alors vous ouais. qui êtes originaire un peu d'Italie, est-ce que vous avez des retours et des similitudes? Est-ce que vous avez vérifié des choses? Ah, je dirais qu'il y a, oui, quelques trucs, mais sans vraiment en être sûr. Alors, je voudrais pas dire des bêtises, mais il y a quelques. Non mais on les coupera au montage.
Non, il y a quelques similitudes. C'est ce que je disais. Je pense que le parler gaga, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, le parler gaga est une influence un petit peu paysanne du côté de la Haute-Loire, quand il y avait toute cette population qui était agriculteurs et cultivateurs. Et puis les influences Afrique du Nord et les influences italiennes, je crois qu'on retrouve un petit peu. Mais après, c'est Jacques Plaine qui sait ça mieux que moi. Bon, on va falloir qu'on l'invite aussi. Il faut l'inviter, Jacques Plaine. Dernière question dans cette thématique. Est-ce qu'on sait aussi l'origine et pourquoi ce mot gaga? Ah, ça. C'est deux gars qui sont ensemble, gaga? Non, je crois pas. C'est à base de gags. Là, je sais pas. Je dirais que j'ai pas poussé jusqu'au bout à ce niveau-là. Elle a pas poussé le bouchon. Non, j'ai pas regardé à ce point. C'est vrai que déjà pour trouver tous les mots de gaga, pour les répertorier, c'est pas facile. Moi, j'en suis gaga. Surtout quand on fait des recherches sur Internet, c'est extrêmement vexant parce que quand on marque Gaga, c'est Lady Gaga. Alors ça m'énerve. C'est vrai. Ça m'énerve à un point. Pas le même style. Ça n'a absolument rien à voir. C'est très frustrant. D'ailleurs, je crois qu'il y a un matru qui veut intervenir. Il y a un matru. Non, en fait, non, les matrus, c'est les petits enfants. Ouais, non, Gilles, en fait, juste pour dire à Annabelle que donc on a fait une émission la semaine dernière avec Jean-Luc Epal, qu'elle doit connaître. Waouh, bien sûr. De l'Epal Théâtre dans le micro, Annabelle. Oui, pardon. Est-ce que je me suis retournée pour te regarder? Je sais que c'est compliqué, mais ne me regardez pas. En fait, donc, il a un nouveau théâtre. Enfin, un nouveau théâtre, ça fait maintenant une dizaine d'années, l'Epal Théâtre du côté de la Ricamari, où il fait notamment du 100% Gaga, avec un nouveau spectacle cette année qui s'appelle 50 nuances de Gaga. Oh, je vais aller voir ça. Et il nous a laissé un de ses copains l'autre jour dans les studios. On a un petit invité pour vous, spécial Annabelle. Ah. Oi oi. Moi qui sais là, c'est le Jojo 100% stéphanois. Je suis bien content, monsieur Gilles, là, que vous m'avez dit de venir un petit peu là. Il y a l'Annabelle là, elle est gentille tout plein celle-là. Je l'aime bien, je l'ai entendue. Alors elle, je l'avais vue quand elle était toute matrue, hein. Aux têtes de poche, elle passait là-bas. Du côté de la rue, comment ça s'appelait là, cette rue là? Fouilleuil, je me rappelle plus, là, vers le conservatoire, un peu en dessous là. La rue, je me rappelle plus, avant Chavanel là. Mais c'est là-bas qu'elle allait commencer à faire des petites chansons. Et on buvait le canon après ensemble avec l'Annabelle. On buvait du ruchon sous genre. C'est ce qui m'avait semblé. Au bois debout. On buvait debout, mais on s'est pris de ces pichetrognes là-bas, tiens, avec l'Annabelle. Mais je suis bien content de la voir là. Bon, Jojo, merci, mais on n'a pas trop le temps, donc faut nous laisser. Allez, salut monsieur Gilles, Annabelle, à bientôt. Hein. À bientôt. Ah, génial. Il se passe toujours quelque chose sur le RFM. Fermez les portes. On va redevenir un petit peu sérieux. Les enquêtes de Simon, alors c'est quoi? Ça parle de quoi? C'est adressé à qui? Faites-nous... Alors, les enquêtes de Simon, oui, c'est adressé un petit peu à tout le monde. C'est des polars qui se passent dans le milieu parisien. Avec donc Simon qui est un détective italo-stéphanois justement, qui est parti à Paris. Il y a une raison qu'il est italo-stéphanois. Il y a une vraie raison, c'est que c'est ceux que je connais le mieux. Donc il a un peu d'origine artistique aussi. Légèrement. Et donc voilà, il est parti à Paris, il sait pas trop vraiment pourquoi, mais enfin, en tout cas il y est allé. Enfin si, il sait parce que il a fui sa daronne, sa mère qui était trop envahissante, une sampiane, une gambelle de la Manu. Ce qui est important de dire, c'est que ça se passe dans les années 20 aussi. Hein. Ça se passe dans les années 20, oui, parce que je voulais pas que ça se transforme en autopsie, en hémoglobine. Voilà, je préférais des choses un tout petit peu plus fraîche et simple, et puis aussi parce que le milieu des années 20 c'est assez riche au niveau des histoires, c'est toutes des choses qui sont passées qu'on ne sait plus en fait. Donc voilà, Simon, il habite dans une petite maison à la campagne au sud de Paris, et puis il vient enquêter. Il va retrouver le commissaire principal de la PJ et son adjoint qui s'appelle Lagandole. Alors pourquoi il s'appelle Lagandole? Parce que c'est Simon qui a baptisé son adjoint comme ça. C'est par rapport au Gando et à la Gandole des mineurs de Saint-Étienne. Donc il l'a baptisé Lagandole parce qu'il n'arrête pas de manger des éclairs au chocolat, des sucreries, etc., etc. Et Simon, il a un acolyte qui s'appelle Bébert, qui est un aristocrate, je dirais, repenti. Et il enquête sur Paris. Et il va voir Huguette et Marcel, qui ont un petit cani à Paris. Pareil, ce sont alors, Huguette, c'est une Couramiaude qui est venue s'installer. Une Saint-Chamonaise. Une Saint-Chamonaise, voilà. Qui est venue s'installer à Paris parce qu'elle a rencontré Marcel.
Marcel qui est un ancien de la PJ. Et donc, en fait, Marcel, maintenant, il est plus policier parce que Huguette, elle voulait plus. Et il est cuisinier et il fait, dans son petit cani, des plats stéphanois. Donc, on revient à du réel, j'allais dire. Oui. Il y a 4 tomes. Oui. C'est toutes des choses qui sont éditées, donc. Oui, chez Execo, par Euh, Laurence Schwalm. Ouais. C'est donc des livres qu'on peut trouver en bibliothèque, qu'on peut trouver dans les Ah, magasins. partout, oui, en commande, parce que c'est vrai que les libraires peuvent pas avoir tout dans les rayons. C'est les éditions Execo. Et là, il y a 2 tomes qui sont déjà sortis. Il y en a encore 2 autres à paraître. Et une nouvelle qui vient de... C'est la 4 alors qui Voilà, est sortie au mois d'octobre. Non, ça, la petite nouvelle, elle est à part. C'est Il y a à le part. tome 1 qui est... C'est un bonus. Voilà, c'est un bonus. Le tome 1, c'est les plumes. Le tome 2, c'est les cocottes. Et la petite nouvelle, c'est la boîte à gamberges. Et donc, dans Simon, il y a du gaga et il y a beaucoup d'argot. Donc, ça s'adresse aussi aux gens qui aiment l'argot, hein, qui aiment les enquêtes policières, un petit peu à la Agatha Christie, parce que c'est c'est un petit peu... C'est quelque chose que vous avez déjà présenté sur Paris. Il y a eu des séances de dédicaces, il y a eu des séances pour expliquer un peu le personnage, pour expliquer le contexte. Alors, ça va être... Parce que ça va être bientôt, parce qu'en fait, le salon du livre de Paris était avant l'apparition du premier livre. Donc c'est prévu pour 2018 en fait, janvier, février 2018. Donc le vrai lancement commence en début 2018. Oui, enfin, je parle pas du principe que parce que c'est présenté à Paris, c'est un vrai lancement. Non, mais... ce que j'attendais de dire, c'était moi de savoir un peu les retours justement des gens que vous croisiez, qui vous en parlaient, quelles questions ils pouvaient avoir. Alors si, les alors interrogations. on me dit que par exemple, j'ai bien fait dans les cocottes de mettre un lexique de gaga, les gens adorent. Les gens adorent aller se référer. Même s'ils ne sont pas de la région stéphanoise. Même s'ils ne sont pas de la région stéphanoise. Donc, il y a des dialogues entre Huguette et Simon qui c'est un mix un petit peu. Et les gens ne comprennent pas forcément tout. Alors, du coup, ils vont dans le lexique du gaga. Et puis, ils me disent tous, finalement, on lit en entier le lexique. Finalement, on le lit parce que c'est super. Les gens qui aiment Simon sont des gens qui aiment Frédéric Dard, San Antonio, voilà. Donc, ou les auteurs comme Audiard, sans du tout avoir la prétention d'être aussi brillante que, loin de là, vraiment loin de là. C'est un peu vos influences au niveau écriture. Oui. J'adore ça. Après, il y en a d'autres. Il y a Hugo, il y a Louis-Ferdinand Céline, il y a Boris Vian. Mais c'est vrai que... Et quand on veut écrire sur les années 20, on va se documenter, on va chercher énormément. On va dans les bibliothèques, on cherche les vieux livres avec de la poussière. Oui, parce que en fait, on s'aperçoit qu'on ne connaît rien de ces années, absolument rien de ces années-là. Et ensuite, on ne peut pas, organiser une énigme avec les moyens de maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de... Tout ça, ça n'existait pas. La science n'était pas allée vraiment très très loin par rapport... La science médico-légale, en tout cas, par rapport à ce qui s'est fait maintenant. Toujours au niveau de l'influence, est-ce qu'on s'inspire aussi d'histoires qui se sont déroulées pour les modifier, pour en prendre 2, pour en faire une? Oui. Alors exactement, les cocottes, par exemple. Ouais. Donc les cocottes, c'est le tome 2. Là, on parle de courtisanes. On parle de courtisanes qui ont eu leur apogée 1880, qui se sont un peu éteintes à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc la Belle Otero, la Castiglione, Liane de Pougy. Donc c'était des demi-mondaines. Elles étaient au bras des riches monsieur et elles vendaient leur faveur très très cher. Et elles étaient extrêmement bien habillées. Voilà, les cocottes, c'était vraiment une grosse partie de la documentation pour écrire le livre. Ces courtisanes, elles sont complètement hypnotiques, quoi, parce qu'elles avaient pas, c'était pas vraiment des prostituées, mais quand même, et elles vivaient dans le luxe, elles vivaient dans le monde des arts, de la musique, des auteurs. Voilà, c'était au Chabanais, c'était un grand cabaret parisien. Donc pour les cocottes, oui, il a fallu que je me documente énormément sur leur histoire. On a, pareil, la définition du mot cocotte, on sait l'origine, on sait pourquoi ce mot-là, on sait les racines, encore une fois, du mot. Elles ont été baptisées comme ça à cette époque. Après, pourquoi cocotte, je ne sais pas exactement. Parce que cocotte, ça fait un peu poulette. Mais c'est ça, je pense que ça vient de là, oui, je pense que ça vient de là. Après, voilà, c'est les journalistes aussi qui donnaient le ton à l'époque, hein, le petit journal. Donc, c'était les grandes horizontales, c'était les courtisanes, c'était les demi-mondaines, c'était les cocottes. Voilà, elles avaient plein de petits noms d'amitié comme ça. Pour faire une référence à une série que j'ai beaucoup aimée, c'était un peu l'époque, les années, les Brigades du Tigre. Exactement, mais voilà, Simon, il est contemporain des Brigades du Tigre. Il est même un peu énervé parce que... ça marche bien les Brigades du Tigre, et pas lui. Mais je pense que si ça marche bien, dans quelques temps, on va avoir une série sur Arte, non? J'adorerais, mais faut pas rêver.
Si vous avez besoin d'un figurant, je mettrai Allez. je mettrai des grosses moustaches. Il va me falloir des Stéphanois. Des gars de Saint-Étienne. Oui. Allez, on repart en musique une deuxième fois, toujours extrait de votre dernier album qui est sorti, on l'a dit, en 2011. La chanson, alors là, vous m'avez mis un piège parce que c'est un long titre en anglais. Alors, je vais essayer de sortir mon accent gaga. How's the world treating you? Parfait. Je l'ai bien dit? Ouais. Ça parle de quoi? C'est Pour une un gaga chanson- qui parle pas C'est une l'anglais. chanson d'amour. C'est une chanson un petit peu triste. C'est une séparation, quoi. Eh ben, allez, on l'écoute et on revient juste après. Vous écoutez Loire FM Radio Station. Un vrai moment de bonheur aujourd'hui avec Annabelle, et à l'instant elle me demandait si elle ne parlait pas trop, et moi je lui ai dit non, pas du tout, j'adore, au contraire je peux aller boire un café tranquille et écouter, Tu vas écouter m'abandonner. l'émission. Non mais c'est fabuleux, quelqu'un d'enthousiasme, de souriant et pleine de talent. Donc on a eu la chanson, on a les livres, on était encore en off là avec les cocottes, et vous nous racontiez qu'il y avait aussi à cette époque-là beaucoup de connivence avec les politiques justement. Bah oui, c'est ça, parce que ces cocottes, elles allaient qu'au bras des hommes riches, donc forcément les Donc politiciens. aucune chance pour moi alors. Je sais pas trop, mais bon, il fallait avoir quand même, parce qui les motivait, c'était ça, de toute façon, des parures de diamants, enfin. Et donc, en fait, quand elles avaient un courtisan qui allait les voir au théâtre, il venait avec un bouquet, il venait avec un collier de perles ou des diamants, et puis voilà, c'était sa façon de dire à la cocotte, voilà, on se rejoint ce soir chez Maxime. Et alors elles acceptaient ou pas, elles allaient chez Maxime, elles vérifiaient si leur diamant était vrai en rayant les glaces derrière elles. Et là, elles avaient accès en fait à tous les discours un petit peu secrets de la caste politique. Édouard VII, qui était un habitué du Chabanais, avait des cocottes avec lui. Il avait même au Chabanais, qui était un cabaret, c'est une maison close en fait, parisien, avait une chambre à son effigie. Il avait une baignoire où il se baignait dans le champagne, monsieur, avec une cocotte. Et puis S'il était à Saint-Étienne, il serait baigné dans la badoie. je dans crois. la badoie, la paro. Et il avait un fauteuil de volupté qui était spécialement fait pour sa corpulence et faire certaines choses avec ses courtisanes. Voilà, donc les cocottes, elles ont une mémoire parce que si vous voulez, les politiques inscrivaient même sur leur agenda qu'ils allaient faire une petite visite au président du Sénat. Et ça voulait dire qu'ils allaient au Chabanais, en fait. Voir des cocottes. Donc voilà, elles sont témoins de certaines choses, oui, des accords très 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 importants qui sont passés en France. Entre le moment où vous avez eu l'idée de créer ce personnage de Simon, Simon. combien il s'est passé de temps entre l'idée et puis le coucher à dire en gros le mot fin du premier tome? Je me suis réveillée un matin avec Simon et je dirais... Il y avait votre ami dans le lit aussi, parce que vous étiez trois dans le lit du coup. Non, avec Simon dans la tête. Et je dirais que 3 mois après, le livre était écrit. En entier. Ouais, en Il y entier. a eu beaucoup de rayures, de retouches, Oui, de oui, oui. retravail. 5 à 6 relectures. Et vous êtes allé aussi chercher de la documentation? Comment Oui, ça s'est passé? oui, parce que le tome 1, qui est donc Les Plumes, lui, se passe en Angleterre. Donc là, j'ai été obligée de me documenter sur l'aristocratie anglaise, qui n'a pas les mêmes codes et les mêmes coutumes que nous. Et puis sur les peintres, Art Nouveau, parce que l'Art Nouveau, c'est quand même l'époque des cocottes et de Simon. Et donc, il a fallu vraiment que je me documente oui, pendant plusieurs jours. Oui, j'ai fait pas mal de recherches. Et c'est vrai que la relecture, on a toujours l'impression que finalement, ça y est, on met le point final. Puis finalement, on laisse tomber pendant 1 semaine, 2 semaines, on rouvre, on fait non, ça va pas. Donc il y a eu 4 à 5 relectures, plus les corrections orthographiques, donc il y a eu 8 relectures. C'est Ouais. quelque chose qui naît seulement, j'allais dire, par vous, ou alors on s'influence aussi, on refait là quelque chose à quelqu'un, ou on parle d'une idée à quelqu'un qui vous dit finalement non, je le sens pas, on s'inspire un peu de l'entourage, Non. ou alors on est dans son truc. Moi, et je ferme. vous... Moi, je ferme, je veux pas... pendant que j'écris un livre, je regarde même plus un polar, je lis plus un livre, je ferme tout. Pour que mes idées soient vraiment... que j'ai la sensation que mes idées soient vraiment les miennes.
Quand, pareil, vous avez donc cherché un éditeur. Oui. Ça se passe comment là? Si on envoie un bouquin à plusieurs éditeurs Oui, on envoie un manuscrit relié, tu sais, avec une relieuse là. et il y a quelqu'un qui vous dit c'est génial et l'autre qui vous dit c'est nul, comment ça se Et passe? ben voilà, c'est exactement ça. Alors génial, je dis pas, mais en tout cas j'ai Laurence Schwalm d'Echo qui m'a téléphoné. J'avais fait les dessins de couverture et elle a été attirée par le dessin et elle me dit non seulement je prends les 4 tomes, mais je prends aussi les dessins. C'est-à-dire que sur les couvertures, on va mettre vos dessins. Parce que c'est à fond dans le thème, dans le sujet. Voilà, et puis après, j'ai reçu d'autres courriers de maisons d'édition dont je tairai le nom, parce que voilà, qui n'étaient pas du tout intéressés, mais dans le sens, la lettre type, j'ai même reçu des lettres où ils se trompaient de titre. Votre manuscrit, je sais pas, voilà, ça correspondait pas du tout Après, à mon manuscrit. Après, on peut peut-être aussi les comprendre, ils doivent en recevoir tellement. Ils en reçoivent Énormément. ça dépend des maisons d'édition, mais des moments c'est 30, 40 par il jour. faut positiver, ce qui est bien, c'est que vous êtes édité. Oui, voilà. Ah Donc, oui, et puis alors, une je suis maison, ravie. On rappelle, qui s'appelle Execo, qui est donc à Paris. Non, qui est à j'oublie le nom là tout de suite. À Plombières-les-Bains. Ça se trouve où ça? C'est vers Nancy. Vers Nancy. Ouais. Et Laurence est un éditeur militant extrêmement actif. Elle est vraiment, vraiment géniale, cette nénette. Elle a plein de force. Elle fait des livres numériques. Elle se bat pour ça. Enfin, Ce qui n'empêche pas que le livre est disponible dans toute la France. Oui, sur commande ou sur Amazon ou sur les libraires qu'on connaît. Entre la première enquête de Simon et la deuxième dont on a beaucoup parlé, les cocottes, il s'est passé combien de temps? 4 mois. Ah, c'est du... Ah oui, non, mais c'est de l'intensif. Ah, là, vous écrivez. Et donc, il est sorti un troisième qui s'appelle Les Plumes, si je retrouve... Alors non, Les Plumes, c'est le premier. C'est Les Plumes, le premier. Les Cocottes, c'est le deuxième. Et La Boîte à Gamberge, c'est une petite nouvelle que mon éditrice m'a demandé de faire. Quelle est la différence entre un livre complet et une nouvelle? Alors, Les Cocottes et les Plumes font 265 pages. La nouvelle, elle en fait 36. Et c'est destiné à qui, ces nouvelles, alors? Les nouvelles, c'est plutôt pour les offrir, pour la promotion. C'est un objet de promo, un peu. Voilà, et puis c'est pour compléter un petit peu la collection, parce que j'ai des gens qui ont déjà acheté les deux, qui attendent le troisième, et en attendant le troisième, mais voilà, il y a la petite nouvelle, donc c'est pour les Est-ce qu'on a déjà dans sa patienter. tête, dans un petit coin, des idées pour le 4e, le 5e, le 6e? Le 4e est écrit, Ouais. le 3e est écrit. Le 3e va se passer dans le milieu des musiciens. Ouais, c'est logique. Ça, je vais en faire frissonner plus d'un. Ils vont tous dire oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire. Et puis le 4e dans le milieu des invertis. Alors les invertis, c'était les... J'ai pas été averti. Je pense pas, parce que comme vous allez savoir... Non, les invertis, c'était le milieu des homosexuels et lesbiens dans les cabarets à Paris qui étaient travestis, en fait. Et on appelait ça les invertis. Ben, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Ouais, et ils avaient à l'époque beaucoup plus de liberté. Inverti pour inversion. Je pense, ouais. Très bien, Ouais. ouais. C'est le terme... Quand latin. on comprend pas un mot, en général, je me fixe toujours de regarder les racines du Oui, mot. non, mais c'est exactement ça. Hein. Je pense... C'était passionnant, là aussi. Donc parce j'ai que... envie de vous dire, c'est un milieu qui vous inspire. Ah ben le milieu de la fête, des cabarets, de la musique, oui, je peux pas m'en empêcher. Et je sais pas, je dis une bêtise, mais on m'a dit, mon petit doigt, que le numéro 6, ça serait sur la radio. Non, mais il y a de plus en plus de Saint-Étienne dans mes bouquins. Quelle est justement la part de Saint-Étienne dans un livre? La part de Saint-Étienne dans mes... C'est juste le parler, c'est des images, c'est des clichés, c'est des brèves. Oui, c'est des brèves. C'est Simon qui revient un petit peu en arrière. C'est aussi le personnage du guette, donc qui parle en gaga avec lui. C'est sa mère, à Simon, qui est restée, qui habite pas loin de Jacquard, qui est restée à Saint-Étienne. Si j'ai bien noté, à Huguette, c'est celle qui court après les chats. Hein. La Couramiaude. La Couramiaude. Exact. Exact. Et oui, c'est ça. Sa mère, la mère de Simon qui est restée à Jacquard. Et en fait, Simon, lui, dans les cocottes, est obligé de revenir à Saint-Étienne. Alors, il est partagé parce qu'il n'a pas du tout envie de revoir sa mère qui est quand même vampirisante. Et en même temps, il est obligé de retourner à Saint-Étienne parce qu'il a mis des gens à l'abri. Et l'épilogue est consacré à Saint-Étienne, en fait, où il met les pieds à Châteaucreux. Alors ça, c'est du vécu en ce qui me concerne. Il arrive à Châteaucreux et il y a l'air ambiant, il y a l'odeur, il y a les images qui reviennent et c'est la seule fois où finalement on se sent chez soi. Est-ce que justement, vous parlez d'odeur, est-ce qu'on peut, par un écrit, par une lecture, est-ce qu'on peut avoir des odeurs des années 20 ?
Est-ce qu'on sait à peu près quel Le était tabac. le tabac Ouais. Est-ce que la mine, les usines autour, ça sentait quelque chose de particulier? Est-ce qu'on peut retrouver ça quand on fait des recherches? Alors, oui, bah, on peut décrire de toute façon. On peut décrire. C'est sûr que on peut déjà décrire ce qu'on a dans notre imaginaire. Après, retrouver des odeurs, non, je pense qu'on retrouve plutôt des sensations. Ouais. C'est-à-dire que sur les mineurs, donc du Minara, ouais, là, c'est énorme. On voit toute la misère, on voit toute la douleur, on ressent tout ça dans les photos qu'on retrouve, dans les écrits, dans des vieux textes. Oui, ça, on peut, oui. Quel est l'avenir, pour terminer, on est presque au bout de cette émission, quel est Ça l'avenir, passait vite. quel est l'avenir des enquêtes de Simon, et puis tant qu'on y est, même l'avenir d'Annabelle? Annabelle, elle aimerait bien continuer à écrire ses polars vintage. Ça, c'est sûr qu'elle aimerait bien. L'avenir de Simon, bah, je lui souhaite le meilleur. Peut-être que les Stéphanois iront acheter quelques exemplaires. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut le trouver dans les librairies de Saint-Etienne? Oui. C'est sûr. Hein. Il faut le commander, je pense. Ouais. Dans les plus petites librairies, il faut le commander. Hein. Les librairies qui n'ont pas beaucoup de possibilités d'accueillir des livres, oui, il faut le commander, mais il est dispo sous 4 à 5 jours. Sinon, il y a nos sites internet préférés pour ça. Hein, oui. Et il y a le site des enquêtes de Simon aussi, où on peut retrouver un peu de gaga. On retrouve les synopsis des livres, on retrouve des petites vidéos, des petits trailers, des book trailers que j'ai fait. Donc c'est www.lesenquêtesdesimon.com, sans accent, tout accroché. Voilà. Pour retrouver sinon les... Sans accent, c'est vous qui le dites. Mais avec un accent. Accent. avec accent, alors. On pourra également peut-être, on en a parlé vaguement là, mais c'est une idée qui peut germer, retrouver un peu du gaga, un peu avec votre côté féminin, j'allais dire, et votre côté italo-parisienne, stéphanoise. non, pas parisienne. On pourra peut-être Stéphanoise. retrouver quelque chose sur un tout nouveau site qui vient de naître, qui s'appelle Gilles Charles Immédiat. Ouais, ça serait super, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Avant de terminer, on a encore quelques instants. Moi, j'aimerais quand même que vous nous donniez, vue de Paris, vous avez rencontré beaucoup de gens, vous avez tourné, vous êtes sur Paris, vous rencontrez énormément de gens, même si vous dites qu'à Paris, les gens, c'est des zombies, ils vous parlent pas, ils vous calculent pas. Est-ce qu'elle est, en gros, hein, l'image que les gens ont de Saint-Etienne d'aujourd'hui? Parce Catastrophique. que nous, on est à Saint-Etienne et on a l'impression que notre ville change. Oui, la ville, elle change. Parce Alors, chaque est-ce que fois les je reviens- mentalités changent aussi à l'extérieur? Sur la vision de Le Saint-Etienne? point de vue, oui, je crois pas. Hein. Très Non. franchement, je crois pas. C'est hein. toujours ce cliché de Oui, ville c'est toujours noire, ce cliché de ville noire. Oh, les gens pensent même qu'il y fait froid. Mais il fait très froid, il faut leur dire qu'ils mettent 2 anoraks. Mais non, vous avez pas connu le climat parisien pour dire ça. Ah oui, c'est vrai que par rapport à Paris, on est dans le sud. Hein. Mais oui, bien sûr. Saint-Étienne, c'est bien plus au sud. Et puis je le sens, moi, la différence. Non, mais je crois que peut-être aussi on a un souci, c'est le fait que les gens ne savent pas situer. On a un gros problème, je m'en suis rendu compte avec le mot Loire. La plupart des Français ne savent pas situer le département de la Loire. Oui. Ils nous situent à Nantes, ils nous situent dans ces coins-là. Oui, quoi. oui. Et je pense que peut-être que Saint-Etienne, d'ailleurs, moi je l'ai souvent remarqué, hein, quand vous dites Saint-Etienne, les gens ils vous regardent Oui. pour leur dire ah ouais, c'est à côté de Lyon. Voilà. Là ils commencent à situer. C'est Mais impeccable. Si vous dites Saint-Etienne, Ouais. ils ne savent pas où vous le placer. Non, ils savent pas. Pourtant, elle est connue, cette ville. Elle a, avec l'équipe de foot, bien évidemment. Hein, Ça me parle. Il s'est passé quelque chose au niveau football à Saint-Etienne? Il se passe toujours des trucs au niveau football. Saint-Étienne. Non, mais donc cette image toujours la même. Quoi. Oui, bah il y a le chaudron qui est hyper connu, ça c'est Ouais. sûr. Et puis il y a cette idée que Saint-Étienne est noir. Alors c'est vrai que bon, moi quand je suis partie il y a 10 ans de ça, il y avait toujours les essais avec le design. Et là, quand je reviens, je vois des bâtiments qui poussent, qui se modernisent, mais c'est pas répandu. Et en même temps, je me dis, c'est vrai que les gens pensent que c'est une ville noire. De toute façon, est-ce qu'ils vont venir visiter Saint-Étienne? Je sais pas. Je sais pas vraiment si c'est une envie pour eux. Donc, je contrecarre à chaque fois. Je dis non, c'est pas vrai. Vous vous trompez. Il y a une vie culturelle. Justement, j'allais venir à parler stéphanois et les joueurs de football. Est-ce qu'on vous parle de culture? Est-ce qu'à Paris, on vous parle de Bernard Lavillier, de Muriel Robin, de choses comme ça, des gens, des Stéphanois, Jean Dasté. Est-ce que dans la culture, on sait que ces gens-là viennent de Saint-Étienne, ou alors c'est quelque chose qui leur passe au-dessus, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que je crois que
Si l'acteur ou l'auteur ou le musicien ou la chanteuse, peu importe, ne le revendique pas, voilà, Muriel Robin, si, elle le dit. Après, nous, c'est notre fierté. Donc, c'est vrai que quand je dis Saint-Étienne, Muriel Robin, Lavilliers, tous ceux que tu viens de me citer, c'est vrai que je les cite aussi. Je sais pas si vraiment c'est quelque chose qui préoccupe les Parisiens. À partir du moment où ils ont accepté déjà le fait, un comique ou voilà, après voilà, ils connaissent un petit peu leur histoire, mais ils en font pas comme nous nous c'est une vraie fierté d'avoir ça, quoi. Par contre, les Parisiens ils connaissent Rocheteau. Ouais, et oui, il a joué au Paris Saint-Germain en plus. pour terminer, vous, votre regard, est-ce qu'il a changé sur Saint-Étienne quand on est parti un certain temps et qu'on revient? Alors, je crois qu'il s'est... comment je pourrais dire, je crois que j'ai un petit peu fantasmé la chose. Non pas que Saint-Étienne est pas le fantasme. Je vis de fantasme. Mais mon compagnon me dit mais tu me saoules avec Saint-Étienne, mais arrête avec Saint-Étienne. On est bien aussi là où on est. Oui, mais voilà. Et c'est vrai que moi quand je reviens à Saint-Étienne, je me sentais chez moi, que j'ai les yeux qui brillent, j'ai des étoiles. Voilà, et voilà, c'est Saint-Étienne, quoi. Pour moi, c'est vraiment mon berceau. Donc, je sais pas si je suis vraiment impartiale. Ouais, on n'est jamais impartial. On croit qu'on l'est, mais on l'est jamais. On est toujours influencé par ses racines. Exactement. Annabelle, merci beaucoup d'être venue chez nous Merci, voir au Gilles, micro c'était super. de Loire FM. On souhaite longue vie aux cocottes, on souhaite longue vie à la boîte à Gamberge et surtout aux enquêtes de Simon. Merci beaucoup. Le country folk, c'est terminé, c'est une page qui est close ou ça va revenir? Je vais peut-être repartir sur des chansons justement de 1920 parce que en plus ma grand-mère chantait, elle me chantait beaucoup de Berthe Silva, me chantait beaucoup de chansons comme ça, Fréhel. Ça titille un petit peu. Rina Ketty, André Claveau. Ouais, ça titille un petit peu. Donc, c'est à réfléchir. Je vais vous raconter une petite anecdote. Puisqu'on est en radio et puis que je vois que Philippe me regarde avec des yeux qui brillent. Quand on cite tous ces noms, je vais vous raconter une petite anecdote. On était sur Memory, puisque beaucoup se posent la question. Ils pensent qu'on se connaît depuis 2 ans. Moi et Philippe, on se connaît depuis 30 ans. D'accord. Et on était sur une radio qui s'appelait Memory. Et à l'époque, on fonctionnait, c'était loin des ordinateurs. Hein. Il y avait des pastilles sur les disques. Il y avait des pastilles rouges pour les années vertes, pour les années 70, 80. Et il y avait des pastilles grises pour toutes les vieilleries. On appelait ça, on peut dire aujourd'hui les gold, ça fait plus classe. C'était les André Claveau, les Rina Ketty. Et il y avait, dans l'heure, il fallait passer un gris. Et je connais beaucoup d'animateurs que je regarde en face de moi là, qui faisaient sauter le gris. Qui faisaient sauter la pastille grise. Et les Rina Ketty et tout ça, on les passait pas. On les oubliait. C'est vrai que c'était un peu curieux de moment à midi d'entendre un Rina Ketty, quoi. Alors, oui, on c'est faisait vrai. fuir les auditeurs. Oui, mais n'empêche que c'est faire perdurer la culture. Parce que, quelque part, je suis sûre que peut-être pas les générations de 20 ans, 10 ans, ok, mais les roses blanches, tout le monde connaît. Berthe Silva, mais bien évidemment, mais qui ne connaît pas? Enfin, j'espère. En tout cas, c'est bien que ça perdure, que ça traverse les siècles. En tout cas, on a passé un très bon moment avec vous. Mais moi aussi, vraiment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 11h, j'allais dire, non, à midi pour une nouvelle émission. Ça sera rendez-vous avec vous. Ça sera mes meilleures années ou rendez-vous avec la politique. Et pour la rediffusion, c'est le jeudi. Je vais pas y arriver. Hein. On coupera tout au montage. On a beaucoup rigolé. En tout cas, on a fait connaître Simon, on a fait connaître Annabelle. Merci vraiment. On beaucoup. termine en musique avec encore un titre anglais. J'ai pas mes lunettes. C'est Wayfaring Stranger. Wayfaring Stranger. Bonne semaine à tous. Et encore une fois, merci beaucoup Annabelle. Merci à bon toi, retour Gilles. à Paris et vive Saint-Étienne. Vive Saint-Étienne. Je suis bien d'accord. I am a